Dans l'univers du 4x4, il existe une légende incontestée, le Land Rover Defender. Pendant près de 70 ans, cette voiture a symbolisé ce qui se faisait de mieux en matière de franchissement. Entre la sortie du tout premier modèle en 1948 et l'arrêt de la première génération en 2016, la célèbre marque anglaise a écoulé plus de 2 millions d'exemplaires de son icône automobile. En 2020, coup de tonnerre. Introducing the new Defender. 4 ans après l'arrêt de la production, Land Rover décide de relancer son 4x4 légendaire. Une résurrection qui devient rapidement un événement planétaire, tant les attentes autour de ce nouveau modèle sont nombreuses. Le nouveau Defender est-il à la hauteur du mythe ou s'est-il embourgeoisé avec les années? Bruce Joigny, ancien pilote de F2, n'a pas peur de la modernité quand il s'agit de voitures. Il est convaincu que la nouvelle version de 2020, avec ses multiples assistances électroniques, est bel et bien à la hauteur de son aîné, voire plus performante. A l'inverse, Vincent Lagaffe, passionné de mécanique et pilote de rallye-raid, pense que rien ne pourra jamais remplacer un bon vieux Defender des années 90 qui a fait ses preuves passe-partout et increvable. Et quand les deux hommes qui se connaissent bien argumentent sur le sujet, impossible de se mettre d'accord. Écoute, tu sais quoi? On va arrêter de gâcher de la salive et puis on va passer à l'actif. Oui. Alors ils ont décidé de traverser la Méditerranée pour se rendre au Maroc et mettre à l'épreuve ces deux générations d'un même modèle pour clore le débat une bonne fois pour toutes. Ça va être long, une semaine avec lui, ça va être long. Possible, ouais, c'est possible. Pendant 4 jours et durant 600 km, ils vont tester et comparer leurs deux générations de Defender. Là, il y a un peu d'eau. Oh putain! Rivière, montagne, Là, je peux te dire qu'à gauche, il y a du gaz. piste, canyon Oh la vache! ou encore désert, C'est un grand malade. passage de gué, Je crois que je vais aller prendre l'essence. Hein? franchissement et challenge mécanique. Hop, c'est bon, j'arrête les conneries. Ils vont varier les terrains de jeu pour déterminer si, oui ou non, le nouveau modèle est à la hauteur des anciennes versions de ce 4x4 de légende. Allez, ma belle, t'es une légende. 4 jours d'un road trip digne d'une exploration, Bon, vas-y, sors l'extincteur, là, parce qu'on l'arrêtera pas. qui commence ici, au pied de la cathédrale Infram, au nord de l'Atlas. Non, mais laisse tomber, Bruce, tu vas pas arriver à me convaincre. Mais je comprends pas, franchement, je comprends pas pourquoi elle te plaît pas. Je comprends pas. Je te dis pas, elle me plaît pas, je la trouve belle. Je la trouve trop belle, trop luxueuse. Non mais c'est pas luxueux, c'est une caisse pour faire du 4x4. Elle est taillée pour l'aventure, c'est fait pour barouder ce truc-là, tu le vois bien quand même, c'est pas compliqué. Ouais. Pour ce road trip, Bruce a opté pour la nouvelle génération du Defender. Un millésime 2020, un 6 cylindres en ligne de 400 chevaux avec un pack aventure. Plus long et plus large, ce nouveau modèle doté de suspensions pneumatiques et d'une boîte auto à 8 rapports est avant tout un concentré de technologie qui, d'après lui, est d'une efficacité redoutable sur tout terrain. C'est quand même tout du plastique, hein. Bah oui, c'est léger le plastique. Mais justement, si c'est léger, explique-moi pourquoi elle fait 400 kilos de plus que mes mères. Oui, parce qu'il y a beaucoup de technologie dedans et que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que dedans, tu as des options de malade. Tu as des options pour passer des guets, tu as des options pour le sable, des options pour le caillou, des options pour la montagne. C'est un truc de fou au niveau technologie. C'est sûr, je la connais pas bien, mais enfin, je sais déjà quand même qu'elle vaut 100 000 balles avec les 3 options qui se courent après. Écoute, je veux pas être désagréable, mais si tu regardes bien ici, pour l'instant, il n'y a qu'une seule légende. Je parle pas de moi. Ok. Et la légende dans laquelle Vincent a choisi d'embarquer, c'est elle. Un bon vieux Defender de 1997 acheté sur place dans son jus. Un moteur turbo-diesel de 113 chevaux, 486 000 km au compteur, une boîte manuelle à 5 rapports, un baroudeur sans fioriture. Pas d'ABS, pas d'ESP, pas de suspension pneumatique, bref, le franchisseur à l'ancienne qui a fait ses preuves dans toutes les situations. Elle est de quand la tienne? C'est quoi la différence? 97. Ah ouais, donc ils ont Il y a 25 ans de... 25 ans de différence entre les deux. Eh, comme toi et moi, pareil, la même. Ah la gueule du truc! Il y a un message là? Non, non, c'est comme ça. Eh T'es ben un oui. bébé, toi, Non, t'es mais- un bébé. Alors justement, je suis d'accord avec toi. Elle est là depuis 2 ans, ok? Donc elle n'a pas eu le temps de s'inscrire dans la légende. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais laisse-lui faire un peu, tu vois. Mais de toute façon, là, à partir de ce road trip, ça va changer parce que c'est pour ça qu'on est venu au Maroc, en fait. C'est pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Je suis entièrement d'accord.
Là, on va se faire un joli parcours avec de la terre, de la boue, du caillou. Du Et sable. Du sable. Et on va commencer par voir l'étanchéité du bazar. Parce qu'avec toute ton électronique, moi, si j'ai de l'eau, si je bois de l'eau, je défais l'injection, je purge le tout et ça repart. Toi, ton électronique, il faudra 3 semaines pour que ça sèche. Sauf que, je t'arrête, Land Rover, ils ont dépensé 37 millions de livres dans le développement et dans la fiabilité du truc. Donc ça passe partout. La flotte, je fais dessous, c'est en mode sous-marin le truc. Tu vois? Alors, c'est vrai que mode sous-marin, quand j'ai acheté le mien au Maroc, il n'y avait pas de schnorkel. Ah oui. Ouais. Alors évidemment. Mais tu vas voir la pratique du jouet purement mécanique, c'est que le schnorkel, avec 3 francs 6 sous, 2 bouts de trucs qui traînent par terre, eh ben, je vais faire un schnorkel qui nous permettra de traverser le gué au sec. Première étape pour comparer les 2 générations de Defender. Remonter une rivière sur plus de 2 km avec des passages d'eau à plus d'1 mètre de profondeur. Connu pour ses capacités de franchissement 4x4, notamment en eau vive, le Defender est un habitué des passages à gué. Et si ce nouveau Defender peut être équipé d'un snorkel en option, qui permet d'aspirer de l'air à 1,60 m du sol, afin de passer des gués sans risque de noyer le moteur, ce n'est pas le cas de celui de Vincent, qui va donc en confectionner un avec les moyens du bord. Et les filles, vous avez déjà vu un schnorkel monter en 10 minutes? Ça va te montrer ce que c'est que le métier. Du plastique. Ouais. Bruce, c'est un sous-marin ou... Pendant que Vincent commence la fabrication de son snorkel, Bruce a un peu de temps pour se familiariser avec son Defender de 2020. Un modèle qui propose de nombreuses assistances électroniques pour la conduite en rivière. Encore faut-il réussir à allumer le tableau de bord. J'arrive pas à allumer l'écran. C'est pas bon ça? Putain! C'est ça, ouais, c'est pas un baroudeur. Un cruci. Regarde comment on fait un schnorkel. Alors, à quoi sert un schnorkel, me direz-vous? Suivant le niveau d'eau qu'il y a dans la rivière, c'est pas évident que la voiture ne soit pas relativement submergée, à savoir que l'eau passe par-dessus le capot. Et si l'eau passe par-dessus le capot et que la voiture ralentit un petit peu, eh bien, il se peut que de l'eau rentre par le filtre à air, par la boîte à air. Donc là, il faut faire en sorte que l'eau ne vienne pas polluer le mélange air, combustible, carburant. Pour faire simple, le snorkel, c'est un peu le tuba de la voiture qui va lui permettre de continuer à respirer de l'air pur quand elle va rouler sur des pistes poussiéreuses ou dans de l'eau profonde. D'où l'importance de bien étanchéifier toutes les conduites d'air. Information 4x4. Donc là, ça doit être l'inclinaison. Il y a l'altitude, le différentiel qui est bloqué, c'est même indiqué là. Orientation nord-est à 35 degrés nord. Voilà, va falloir que je lise et que j'apprenne à tout ça, mais il ne faut pas avoir peur de la technologie. Voilà. On lubrifie comme on peut. Il y a le mode boue ornière, le mode sable, le mode rocaille, le mode passage de gué. Putain, la caisse, elle monte. Incroyable. Ah, l'autre, il doit s'éclater avec son électronique pendant que moi, j'en chie un peu, là. Allez! Ça, c'est très fort, le weight sensing. C'est la ligne de flottaison de la caisse. C'est-à-dire qu'elle vous donne là où la limite de la flotte doit apparaître. On peut rouler dans 90 cm d'eau avec cette caisse, alors que l'ancienne, je crois que c'est 40 ou 50 cm. Ils ont presque doublé la capacité de la caisse à pouvoir rouler dans un gué qui est plus profond, quoi. Vincent, il va être limité à 50 cm dans la flotte, pas plus. J'arrive, mon Bruce. J'arrive. J'arrive, ça va. Je vais te manger le gué, moi, avec ton électronique. Là, la gueule de l'électronique. Si là, c'est pas un baroudeur, non mais il va être dégoûté, le Vincent. Je pense que je vais le laisser sur place. Bon, enfin, je me méfie parce que quand même, Vincent, il a un peu d'expérience en 4x4ing. Laisse tomber, ça va pas le faire. Ça va obstruer l'arrivée d'air. Et là, on va avoir des problèmes. Bon, écoute, il fait beau. Il n'y a pas de poussière. On va faire que l'eau aujourd'hui.
Donc le tout, c'est que l'eau ne rentre pas dedans. Il y a quand même peu de chances que ça rentre. Allez. Et puis je suis sûr que ce soir, il y aura toujours un mécano dans le coin qui aura la pièce qu'il nous faut. Allez, en piste! C'est parti, les deux Defenders se jettent à l'eau. Le périple au Maroc est officiellement lancé. En 4 jours, Vincent et Bruce vont parcourir plus de 600 km entre le Haut Atlas et le Sahara pour tester leur monture. De l'eau, de la montagne, de la piste, du canyon et du sable. Des terrains de jeu sauvages qui vont mettre les véhicules et les pilotes à rude épreuve. Avec pour seuls objectifs arriver au bout et savoir si la nouvelle génération est réellement à la hauteur de son aîné. Franchement, là, no suicide. Bruce, j'ai l'impression vraiment qu'on fait une promenade de santé, là. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me fais à peine bouger dans la voiture. Je suis tranquille, là, c'est tranquillou. Toi, ça a l'air de secouer un petit poil plus. Oui, évidemment, la légende se fait secouer. En tout cas, le tien, il a l'air dans son élément. Il va bien dans le décor, tu vois. Absolument, mais le mien, vraiment, il a toujours été connu pour sa capacité de franchissement et sa maniabilité dans un milieu aquatique. Et là, je crois qu'on franchit de l'aquatique. Bah écoute, le mien, il se déplaît pas non plus dans l'environnement. Et tu sais quoi, je suis juste sur le ralenti, là. Même pas j'accélère. Ah ouais, moi j'ai un filet de gaz. Regarde. Bon, je tiens le volant parce qu'au niveau de la direction assistée, c'est pas extraordinaire. Ah, tu vois, alors que moi, je ne tiens pas le volant. Moi, c'est la voiture qui m'emmène toute seule, tranquille. T'as pas besoin de talent. Non, c'est un truc qui s'appelle la tenue de cap. Ouais, moi je tiens le talent. La conduite en eau vive est une étape importante pour comparer l'ancienne et la nouvelle génération. Si le Defender de 2020 est mieux équipé avec un mode passage à gué et une plus haute garde au sol en cas d'immersion, l'électronique qui contrôle tout pourrait se retourner contre lui. Qu'est-ce qu'il dit, ton ordinateur, au niveau de la profondeur? Ah oui, écoute, on est à peu près à 25 cm, 30 cm. On est à peu près à 25 cm, 30 cm. Hey, regarde. Alors, mais comment je fais de l'eau, là? C'est con. Alors, l'important, quand on remonte un cours d'eau, quel qu'il soit, ne crispez pas les mains sur le guidon, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau. Si vous avez la roue qui accroche d'un coup un caillou, la direction va vous embarquer les poignets, et si vous avez les pouces à l'intérieur du volant, c'est un grand classique, vous allez avoir les pouces qui vont claquer. Là, il y a un peu d'eau. Allez, là, on prend un peu d'angle, il y a de l'eau, un petit peu de gaz pour ce... Hop, planté. Ça va, Vincent, ou pas? Je vais me sortir de là. Alors, en marche avant, ça marche pas. En marche arrière, ça marche pas non plus. Elle tourne, mes roues arrière, là? Non, tes roues arrière ne tournent pas. Non, mais j'arrive pas à bloquer le différentiel. Non, mais il est pas bloqué le diff, ça c'est sûr. Salut Vincent! Ça va bien? Et toi? Ouais, moi j'ai du mérite, moi. Ça se passe ou bien? Je cherche à bloquer le différentiel sur la grand-mère. Mais tu sais, je me disais qu'elle avait quand même des bornes ta caisse. Oui, Hein? oui. Il n'y aurait pas une mauvaise surprise? Voilà. Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et merde. Putain, mais c'est con, ça. Et pourquoi? Attends, j'ai une idée. Non, par contre, la patine à bord.
Vincent, je crois que je vais aller prendre les sangles. Hein? Je sais que t'as pas envie, mais je vais aller prendre la sangle. Hein? Allez. Ah ben là, je vois que sur ce coup-là... Pour la première fois depuis le début du road trip, le vieux Defender est en difficulté. Bruce va donc devoir aider Vincent à surmonter cet obstacle. J'admets volontiers que là, la légende est prise en défaut. Il faut dire qu'avec ses 400 chevaux et ses 550 Nm de couple, le nouveau Defender est bien plus armé à remonter une rivière que l'ancienne génération, qui ne dispose que d'un modeste moteur diesel de 113 chevaux développant 265 Nm de couple. Voilà. Eh bien, il est bel homme, hein, sans déconner. Bon, t'es prêt à sortir? Allez, pêche-toi. Hop, ok Vince, t'es prêt? Vas-y, je suis en marche arrière, en cours. Bon bah voilà. Merci, Bruce. Bah de rien. Bon, Au plaisir. fais demi-tour et on va passer avec un poil plus de gaz. Oui, on va faire ça. Mais une chose est sûre, Oui. c'est que tu vois, j'aurais dû bien regarder avant de partir si le blocage de différentiel marchait. Or Oui. là, c'est clair, il n'y a ni des blocages de transfert, ni pont avant, ni pont arrière. Moi, tu sais quoi, je perdrai pas de temps à la ranger, là. Laisse-la comme ça. Ouais, t'as Mets-la raison. dans la benne et roule ma poule. C'est pas con. Le différentiel est un mécanisme qu'on retrouve sur toutes les voitures. Il permet aux roues de tourner à des vitesses différentes, notamment en virage. Sur un 4x4, le blocage de différentiel permet aux roues de tourner à la même vitesse en cas de besoin. Exemple, si une roue est en l'air sans motricité. Avoir un blocage de différentiel qui fonctionne, c'est la garantie de réduire au maximum le risque de patinage des roues et donc de passer des obstacles plus facilement. Comme quoi, c'est important le blocage de différentiel quand on se retrouve dans des ornières comme ça. Là, je devais avoir une roue bloquée entre deux gros cailloux et pas assez d'élan pour pouvoir faire la bascule. Eh ben voilà! Je veux un différentiel. Oh, il y a de l'angle là. Là, il y a de l'angle, il y a de l'angle. Il y a de l'angle, la madame. Oui, la madame. Mais il passe bien quand même le vieux diff. Hein. Je peux vous dire que le vieux diff, sans diff, enfin sans blocage, c'est quand même très fort ce qu'il fait. Quand je pense que l'autre, il doit être confortable dans sa suspension hyper chébran. Voilà. Alors le tout, c'est un petit peu de laisser vivre la voiture quand même. Ah, pas trop, parce que sinon on est dans le trou. Bon, pour être honnête, on a vraiment l'impression qu'il a été fait pour ça. Hein. Écoute, ouais, ça passe crème. Hein. Ça gère tout seul hein, pour le coup. Hein. Oui, enfin moi aussi je gère tout seul, mais à partir du moment où tu es là. Passe un peu à gauche. T'es sûr? Non? Mais c'est pour ça que je te laisse passer. Putain, il y a de la flotte là. Mais je reste derrière toi, comme ça c'est moi qui pourrais te sortir ce coup-ci. Ok, allez, à tout de suite. Hein. À toutes? Alors, vas-y mon Bruce. On va mettre la deuxième. Oh putain! Ah, il y a un peu d'eau mon Bruce, il y a un peu d'eau. Mais t'as le schnorkel, vas-y. Il veut me foutre dans la merde. Et là tu vas dans les caillasses, là, tu vas poser le pont là. Ah ouais, c'est un escaladeur le nouveau Defender. Mais oui, ça passe. Ça passe crème. À moi. Alors c'est plus caillouteux là, hein, tout de suite. Ah mais t'es passé à côté. Ah ouais, d'accord. Tu as raison. Ah mais moi je retiens les leçons, hein. Le premier challenge que nos deux pilotes s'étaient fixé est bientôt terminé. Ça t'est jamais arrivé de te faire l'extérieur dans un cours d'eau? Ah non, c'est clair. Ultime obstacle, une dernière traversée. Tiens, regarde, là on dirait un passage de guet, enfin presque un passage de guet. On se sort de l'autre côté. Allez, on traverse. Je pousse une vague! Bilan de cette remontée de rivière. Le Defender de 1997 est resté bloqué une fois et le nouveau a failli l'imiter. Mais au final, aucune voiture n'a été noyée. Le périple peut donc continuer. La suite de la journée, 98 km de piste et de bitume pour rejoindre l'étape du soir et comparer le comportement des deux véhicules en conduite sur gravier.
Bon, t'es content de ton choix quand même ou pas? Écoute, je dois dire que, en dehors du fait que c'est vieux, ça vibre, ça tape, ça fait du bruit, j'ai vraiment toute confiance dans la BMW. Oui, bah tu peux en même temps, c'est pas une légende pour rien. Est-ce que le nouveau Defender est vraiment à la hauteur de la légende de l'ancienne génération? Là est la question. Et c'est justement pour répondre à cette problématique que nos deux pilotes ont organisé ce road trip de 600 km. En attendant, on a bien choisi la piste parce que franchement, ça m'éclate les yeux. Ah bah là, en fait, le mélange du décor, c'est, je sais pas, on dirait une partie du Yosemite aux États-Unis, on dirait un peu le Canada, on dirait il y a une roche rouge là qui est trop belle. Bon, alors après, à une vitesse, allez, de quoi, 25 km/h, je crois qu'on va arriver à la nuit. Hein. T'imagines, sans borne d'autoroute, chez nous, ça prend 50 minutes. Et ça, ici, c'est une nationale. Hein. Toutes ces voitures, depuis 1947, dont celle-ci, depuis 1997, ce sont des voitures qui ont un châssis échelle. C'est-à-dire qu'il y a deux longerons et des traverses, et la caisse est posée dessus. Si tu tords un longeron, si tu tords un bout de châssis, bah, tu l'attaches à un arbre, tu tires en arrière et puis ça peut revenir. C'est vraiment des voitures qui ont été faites uniquement dans le but de pouvoir évoluer dans des pays où il n'y a pas un mécanicien tous les 10 km et où les pièces détachées ne sont pas faciles d'accès. Tous les corps de métier, je dis bien tous les corps de métier du monde entier ont eu un Defender. Les gendarmes, les pompiers, les agriculteurs, les éleveurs. Ce sont des voitures capables de t'emmener au bout du monde. La robustesse, c'est le maître mot de cette voiture. En empruntant des pistes peu fréquentées au nord de l'Atlas, c'est aussi cette robustesse légendaire que les deux pilotes ont décidé de tester. Car en cas de problème mécanique, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ou presque. Et là, on a un berbère. Tu te demandes ce qu'il fait. Il est assis au bord de la piste et il regarde son pays et mon Dieu que son pays est beau. Bonjour madame. C'est magnifique. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que le vieux Defender, c'est une star des bagnoles. Parce qu'un Defender, il n'y en a eu qu'un seul. Il n'y a que cette forme qui est historique, c'est le 4x4 baroudeur et aventurier par excellence. Du coup, l'arrivée du nouveau Defender, c'était méga attendu. Et là, en fait, c'est plus du tout le même concept. C'est un 4x4 moderne, une coque autoporteuse, en aluminium, avec 4 suspensions indépendantes, avec toute la techno embarquée, donc électronique pour pouvoir l'aider. La caisse, celle-ci, elle est à 83 000 €, sans le malus. À savoir que le malus, cette année, il est de 40 000 et en 2023, il sera de 50 000 €. Ce qui fait quand même très très mal. Ça fait une voiture à presque 130 000. Donc c'est devenu une voiture de luxe. Là, on paye un petit peu l'historique et la légende. À moins qu'il y ait quelque chose en plus. Je vous le dirai à la fin du road trip. Après un réveil aux aurores, 2 km de natation synchronisée et 4 heures de piste, la fatigue commence à se faire sentir dans les voitures. Le soleil s'est couché, la nuit s'est pointée, bref, nos deux compères n'ont qu'une seule envie, être arrivés. Bruce, tu m'entends? Oui, absolument, hein. Tu sais quoi? Ras-le-bol. Là, j'en ai plein le... Ah mais je te confirme, hein, là, en fait, les 12 km/h de moyenne, j'avais pas prévu, moi, dans mon calcul. Dartitran, on y est. Et c'est une fin de journée. Allez, à demain, bisous bisous. Il est 7 heures. Le soleil commence à se lever sur le capot des Defender. Les enfants filent à l'école, les poules prennent leur petit-déj à même le sol, et Vincent et Bruce s'affairent déjà autour de leur voiture. Le challenge de la veille dans la rivière a été rude. Pas question pour eux de reprendre la route sans avoir fait un check complet des éléments de base de leur véhicule.
Aujourd'hui, ils vont continuer de rouler sur des pistes et vont monter à 3000 mètres d'altitude. Une étape délicate qui nécessite donc un peu de préparation. Je vais faire le niveau d'huile et le niveau de tout parce que quand même hier soir elle a donné des signes avant-coureurs genre papa je suis fatigué. Ah ouais bien. Bon alors pour faire le niveau d'huile il faut une pince Lizerman. Eh ben elle est pas d'hier l'huile hein. Ah et ça c'est beau ça. Et ça j'ai jamais vu ça. Les tuyaux d'injection soudés, brasés. Là il y a de l'eau. Là, il y a du liquide. Alors, autre chose à regarder, les roulements. Et là, on sent qu'il y a bien du jeu. Bref, derrière, ça va. Il n'y a rien. Eh Bruce, regarde, ça, tu vas jamais le croire. Vas-y, tu changes l'embrayage, non, sur ta caisse? J'ai trouvé le cabochon du snorkel. Sans déconner. Donc là, j'ai le snorkel complet. Il manque un demi-centimètre. C'est bon, j'ai le demi-centimètre. Ça s'appelle de la mécanique de précision. Allez, va. C'est bon, Bruce, t'es prêt? Oui, moi je suis prêt, moi. Dans le moment. Oui, je suis prêt, moi. Oui, je suis prêt, moi. Aujourd'hui, Vincent et Bruce s'attaquent au deuxième défi de leur périple, traverser le Haut Atlas. Une deuxième étape de 90 km exclusivement montagneuse qui risque d'être assez éprouvante pour la mécanique des Defender. Au programme, 2 cols de près de 3000 mètres à franchir avec des pentes à plus de 15%. L'occasion de voir comment les moteurs des 2 générations de 4x4 vont réagir dans des épingles bien serrées à haute altitude. Donc si on fait le point avant de partir aujourd'hui, on a un peu de jeu dans les roues, il manque de l'huile, l'huile est très très noire, les cylindres blocs de support moteur à mon avis sont dans le sac parce que quand je passe la marche arrière j'ai l'impression d'avoir tout le moteur qui fait clonk. Bon maintenant cela dit on est dans une voiture qui a été réparée à la main et surtout qui a pour moi au moins 600 000 km. Elle est toujours vivante. Il faut savoir que 70% des Defender qui ont été construits roulent encore. C'est le genre de truc improbable. En 1955, il y a 6 étudiants de Oxford et Cambridge qui décident de monter un rallye raid avec un Defender et d'essayer de joindre Londres à Singapour. 18 000 miles, 29 000 km. Et en 2019, Land Rover se souvient de cet événement de 1955 et décide de refaire le même périple, mais dans l'autre sens. Singapour-Londres, et tenez-vous bien, avec la même voiture. Le même véhicule a fait l'aller-retour. Et là, ça fume noir. Je fais tout. Oh là 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 là, j'ai honte. J'ai honte. Une voiture comme ça en France, ça aurait plus le droit de rouler. Et si on accélère un peu... Ouah. Regarde dans ton rétro, Bruce. Je vais accélérer, tu vas voir le nuage de fumée. Oh la vache! T'as vu? Oh putain! Ah ouais, d'accord. Pas mal. Je pense que je consomme autant d'huile que de gasoil. Si le Defender de 1997 de Vincent fume noir, cela peut provenir d'un filtre à air encombré, d'une sonde de température défaillante ou bien d'une pompe d'injection mal calée. L'intervention d'un garagiste sera nécessaire, mais le prochain se trouve à près de 100 km de l'autre côté de l'Atlas. Et là, tu vois, en traversant le village, il y a les gamins et tout, j'ose même pas accélérer, je vais les enfumer, les pauvres. Alors là, c'est plus les enfumés, là, c'est les intoxiqués à vie. Bon, ben mine de, là, c'est le dernier village qu'on traverse avant les hautes sphères. Bon, on est à 1887 mètres d'altitude et on a l'impression d'être au pied des montagnes. C'est dire à quel point l'Atlas, c'est quand même mouse costaud. C'est vrai qu'il en impose le Haut Atlas. 700 km de long du sud-ouest au nord-est du pays,
de nombreux sommets de plus de 3000 mètres et un point culminant à 4165 mètres. S'attaquer à cette chaîne montagneuse, surnommée le toit du Maroc, est rarement une partie de plaisir, du fait de l'encaissement de ses différentes vallées et de l'altitude élevée de ses cols. Dis-moi, Vincent, rassure-moi, là, t'es pas à fond. Mais écoute, tape un peu dans la tienne, je vais essayer de te suivre et puis je te dirai à quel moment je décroche. Ok, c'est parti. Tu vois, là, je suis obligé de me remettre en seconde. Voilà, là, j'accélère à fond. Ok, bah, je te vois plus. J'ai l'impression que les pistons, quand ils remontent, ils font un bruit de vibration, comme s'il n'y avait plus de segments. C'est peut-être de là que ça fume. Et alors, comme j'ai une courroie qui est un petit peu détendue, la courroie de l'alternateur, si je monte trop dans les tours, ça couine. L'ascension du premier col est délicate pour l'ancien Defender, mais si sa vitesse est limitée par le manque de puissance du moteur, Vincent ne lâche rien. Nous avons passé le cap des 2000 mètres. 2050 mètres, pour être précis. En première épingle à gauche, regardez bien, il va y avoir manœuvre. Mais non. Ah, mais t'es en butée de braquage? Ouais, complètement. J'ai braqué à fond pour pouvoir prendre le truc. Et encore, t'es obligé de calculer la trajectoire. Vivement qu'on soit dans la descente. Après 43 km parcourus, 800 mètres de dénivelé et une quarantaine d'épingles, les deux Defender approchent du premier sommet. 2300 mètres. Ouais. T'es en première, là, encore, ou pas? Ouais. Et ben moi, sur mon petit écran, là, où j'ai les informations 4x4, j'ai le débattement de mes 4 amortisseurs, et puis j'ai aussi le différentiel central. Là, il est bloqué. Quand je lâche les gaz, Avance! il est bloqué. Voilà, et voilà. Oui, mais si tu fais le con pendant que j'arrive avec un petit peu d'élan, tu vois, là, tu viens de me mettre à la rue. Oh merde! Putain, je regardais pas dans le rétro, je suis désolé. De toute façon, il y a une épingle quand tu remettes la première. Si le vieux Defender de Vincent est déjà en souffrance dans ses pentes escarpées, pour l'instant du côté de Bruce, rien à signaler. Il faut dire que la nouvelle génération du Defender a été particulièrement bien couvée avant sa sortie sur le marché en 2020. Vous n'avez pas le choix que de faire un truc complètement abouti parce que pour eux, c'est leur image de marque, c'est la 911 de Porsche, c'est la Clio pour Renault, ils ne peuvent pas la louper. Là, c'est le deuxième modèle Defender, s'ils étaient attendus au tournant. Donc ils ont pondu un truc magistral. Et pour ce faire, ils ont fait 1 200 000 km de tests en cumulé avec la voiture. Ils sont partis de l'Antarctique à -40. Ils sont allés jusque dans le désert, aux Émirats, à +50. Ils ont pris presque 100 degrés d'écart dans la tête pour vérifier que l'électronique et que l'électrique fonctionnaient. Et je pense que Vincent, il n'avait pas tous ses paramètres quand il disait « Ouais, je suis pas sûr, la nouvelle, électronique, tout ça, ça va être un peu embêtant. » Après, on ne sait pas, on va peut-être rencontrer des problèmes. Mais avec tous les efforts que Land ont mis dans la voiture, ça me paraît compliqué. On est à quelle altitude là, Bruce? 2870 mètres. Alors on peut dire qu'à 2870 mètres, un moteur diesel atmosphérique commence un peu à tirer la langue. En fait, un moteur, ça a besoin de deux choses pour marcher. De l'essence et de l'oxygène. Et plus on monte, moins il y a d'oxygène. Donc on arrive à avoir un mélange très riche en carburant, mais relativement pauvre en comburant. Le comburant étant l'oxygène. C'est pourquoi ça fume, ça rase derrière et qu'on perd de la puissance. 2920 mètres. Heureusement pour Vincent, quelques virages plus loin, le chemin de croix touche à sa fin pour son vieux Defender. Vincent, laisse-moi t'annoncer que nous sommes au sommet du premier col à 2938 mètres et que tu as donc atteint le sommet, il y a de la neige. Wouh!
premier mot qui me vient à l'esprit. Oh la vache! Et on est sur une autre planète. Hein. La vallée, elle est hallucinante. Alors la neige en haut, et là en bas, il y a des espèces de pics. Vincent et Bruce viennent de franchir le col de Tiziaïntimi, situé à 2938 mètres. Ils quittent l'Atlas Nord et entament leur descente vers le sud, où un autre col les attend. Ah mais c'est vraiment la route taillée à même le caillou, là. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est le caillou sur du caillou. Là, je peux te dire qu'à gauche, il y a du gaz. Il doit y avoir à peu près 2 km de vide. Ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir une panne de frein, là. Oh, je suis devant, si jamais t'as une panne de frein, tu peux t'appuyer sur moi. Oui, s'il y a une panne de frein, je saute, moi. Dans un fort dénivelé et encore plus sur des pistes de gravier, l'utilisation du frein moteur est la priorité. Et lorsque l'on a vraiment besoin de freiner, il faut appliquer une pression progressive plutôt qu'une pression forte pour éviter la perte d'adhérence. Préviens-moi hein, si tu me tapes dedans quand même. Non, ça va. Les freins, franchement, ça va. J'essaye de jouer au maximum sur le frein moteur. Mais oui, il ne faut pas que le frein moteur lâche. Alors que moi, j'ai une option frein moteur supplémentaire. C'est-à-dire que j'appuie sur un petit bouton et la voiture freine toute seule dans les descentes en utilisant un frein moteur plus important. Sans taper dans les freins et je n'ai rien à faire. En fait, c'est hyper bien parce que ça permet de ne pas utiliser les freins en descente qui peuvent, dès lors, surchauffer et vous lâcher. Parce que ça peut arriver, si on est très insistant sur la pédale de frein, vous avez le pied qui traîne un peu dessus, ça reste trop longtemps en descente, surtout quand on a des grandes descentes où on a plus de 2 km de dénivelé et de descente abrupte, et ben si vous n'avez pas de système là, vous pouvez perdre les freins avant la fin, quoi. Ce qui peut être embêtant parce que vous pouvez perdre la vie aussi. Et les mecs, ils remontent avec les bourricots, là. Ouais, je vois ça. C'est quand même le genre de région où il faut économiser la mécanique parce que tu as le moindre problème. Pour appeler un dépanneur, c'est galère. Mais deux, surtout, il n'y a rien. Tu pètes un goujon, tu pètes un tambour, tu pètes n'importe quoi. Tu as ta et ton couteau. En même temps, je veux dire, la panne la plus classique sur les chemins rocailleux, ça reste la crevaison. Et tu sais, ce qui serait sympa, c'est quand même de regarder laquelle des deux est la plus pratique quand tu as besoin de changer une roue. Ouais, mais on n'est pas obligé, hein. Loin de tout, en cas de crevaison, on ne peut compter que sur soi-même. L'occasion pour Vincent Lagaffe et Bruce Joigny de tester une fois de plus leur monture. Sur lequel des deux Defender est-il plus facile de gérer une crevaison? Et alors, que ça soit clair, Oui. on monte la voiture sur cric, Oui. on démonte la roue, Ouais. on la met horizontale, Ouais. on la remonte, on Ouais. descend la voiture. Il Ouais. n'y a pas de question de ranger le cric et tout. C'est quand la voiture touche par terre. Oublie pas de resserrer la roue. Hein. Pourquoi ça sert une roue? Bah oui. Allez, Ouais, 3, là, ça 2, pas 1, trop fort. top, c'est Quoi, ça y est, parti. c'est parti là? Hop Allez. là. Quand je vois la gueule du cric, je vais commencer par caler la voiture avec un caillou. Pourquoi ils ont mis des trucs qui bloquent là? Ah voilà, ça va être bon. Première étape pour démonter une roue, bien caler son cric et sa voiture. Par contre, t'as calé ta caisse, non? Parce qu'on est un peu en pente. Ouais. Alors attends, je vais mettre un autre caillou devant. Deuxième étape, lever sa voiture suffisamment haut pour que la roue à changer soit en l'air. Et avec une manivelle toute neuve et un peu trop grande, ça peut prendre du temps. On la sent l'altitude quand même, hein? Ouais, un peu. Incroyable ça. Allez, je pense qu'elle sort là. Allez, c'est bon. Troisième étape, sortir tous les goujons qui retiennent la roue. Mais quand la voiture a 25 ans et plus de 600 000 km au compteur, les pièces peuvent être un peu grippées. Putain, à l'époque, ils étaient généreux sur le filetage. Hein. On rappelle à titre de comparaison qu'en Formule 1, le record du monde de changement des 4 roues est de moins de 2 secondes. Oh, c'est pas pratique. Je la remonte. Putain, merde! Quatrième étape, sortir la roue, la poser au sol et la remettre en place. Je remonte. Putain, comme elle est lourde la roue. Mais des jantes de 20 pouces à bout de bras, ça pèse lourd. Attends, j'ai un problème là. J'arrive pas à la re-rentrer la roue. Ah si, ça y est. Dernière étape, resserrer tous les boulons et poser la voiture. J'ai gagné. Bon, le temps de ranger les outils. Ouais. Voilà, je suis prêt. CQFD. Vincent vient de prouver à Bruce que changer une roue était plus pratique et plus rapide sur un vieux Defender. Mais imagine, Oui.
la même chose là. Oui. On est sur une pente comme ça, sur du gravion. Oui. La nuit va tomber. Ouais. Le pneu, non seulement il est crevé, mais il est déjanté. Ouais. Ouais, j'ai fini. Ça y est. Comment tu rejantes? Il y a des techniques, hein, mais c'est Alors- dangereux en général. Fort de sa victoire à ce moment-là, Vincent a voulu montrer à Bruce une recette de grand-père pour se débrouiller tout seul quand on est dans la mouise. Alors, le principe, c'est de mettre un peu d'essence tout autour. Ouais. Tu mets le feu. Ouais. La déflagration va le Ouais. gonfler. Ouais. L'air chaud va lui permettre de faire coller les lèvres du pneu sur la jante. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu laisses le compresseur regonfler la rue. Vas-y, je te regarde. Alors, la quantité, c'est quoi déjà? Un bouchon. Un bouchon. Mais bon, on n'est pas... À la brique, il y en a un peu plus. D'accord. Bon, vas-y, sors l'extincteur là parce qu'on l'arrêtera pas. Bon, alors écoute, dans le désert, ça a toujours marché. Dans les quads, ça a toujours marché. C'est la première fois que je le fais Non, mais avec tu un sais pneu quoi, de voiture. tu sais quoi, c'est l'altitude. On va dire ça. Tu sais, il y a- C'est gentil. C'est l'altitude, je pense. Tu sais, il y a un autre truc, c'est qu'il nous reste un peu des bornes à faire aujourd'hui. Parce qu'on Et a alors fait qu'un col, il faut qu'on fasse le deuxième. Il faudrait qu'on y aille. Il faudrait qu'on y aille, ouais. Si Vincent et son Defender de 1997 ont marqué des points sur le démontage et le remontage d'une roue en cas de crevaison, le pilote de rallye raid n'a pas convaincu avec sa technique pour plaquer les bords du pneu contre la jante. Mais l'heure n'est plus au test. Les deux pilotes doivent reprendre la route car il leur reste 40 km pour rejoindre le deuxième col de la journée, le col Tizi Entemed, situé à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. En attendant la prochaine difficulté, les deux compères profitent de la beauté de la vallée du Haut-Atlas. Et ça a de la gueule de chez de la gueule. Ah bah là, parfois, on se sent tout petit. Mais finalement, avec le Defender, on se sent un peu moins petit. C'est assez humiliant de voir un panneau limitation à 40 km/h, sachant que tu as une vitesse max de 22. Mais avant d'attaquer la deuxième difficulté de la journée, le vieux Defender de Vincent commence à montrer des signes de faiblesse. En sortie d'épingle, là je suis à fond là. Oh la vache. Je suis à fond. Ah ouais, t'as plus d'air, et comme t'as un taux de compression proche de 0 dans ton moteur, ça aide pas. Tu sais quoi? Au premier spot où on peut s'arrêter, il me semble raisonnable que tu aides grand-mère à monter. Je vois bien opération tractage. Après 37 km parcourus, 2700 mètres de dénivelé positif et 1200 mètres de dénivelé négatif, arrivé à plus de 2800 mètres d'altitude, l'ancien Defender souffre du manque d'oxygène. Alors pour être sûr d'arriver à bon port et ne pas prendre le risque d'une panne isolée au milieu de l'Atlas, les deux hommes décident de tester les capacités de tractage du nouveau Defender. Voilà. Oui, c'est bon. Tu crois qu'il va tirer ton bazar? À mon avis, tu sais quoi, il y a 400 chevaux et il y a 550 Nm de couple, donc ça va être easy. Et la capacité de tractage, c'est 3,5 tonnes. Donc ton truc, il fait 2 tonnes. Avec l'angle de montée de 10 degrés, ça fait à peu près 2 tonnes 8. C'est bon, on est bon. Cherche pas. C'est bon, j'étais hyper fort en maths à l'école. T'étais à l'école, toi? Mais oui. Bon, allez. Tu as l'option remorquage? Oui, j'ai l'option remorquage. Oui, attends, quitte pas une seconde. Voilà, remorquage, je te vois. La corde est tendue, on est parti. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, mets du gaz. Eh, j'ai l'impression d'être une caravane. Eh, c'est une promenade de santé hein, pour le gros. Ah oui, c'est easy, je te confirme. T'es en quoi? En première, seconde? Seconde. Ah ouais, t'imagines, toi tu montes en seconde en me tirant, moi j'arrive à peine à monter en première. T'as le rétrograde avant d'être dans l'épingle. Quand je suis toujours sur les gaz, je passe la première alors que je suis en train de rentrer dans l'épingle en fonction de la pente et de la difficulté à tracter. Ah, et la sangle, elle se détend pas une seconde, il n'y a pas un à-coup derrière, c'est... Non, il y a vraiment un gros progrès dans la gestion de l'électronique là. Franchement, d'un point de vue électronique, réussir à gérer la boîte aussi bien que ça, là, donc je suis toujours sur les gaz et ça met la première, ça me met pas d'à-coup, c'est fou. Allez, encore 3 virages et on est sur le col. Nouveau bon point pour le Defender de dernière génération. L'assistance avancée au remorquage facilite la manœuvre et assouplit la conduite. L'assistance électronique permet un remorquage sans à-coup, gage de sécurité, tant pour le pilote que pour la personne remorquée. T'as vu ce qui arrive derrière? De la pluie, ouais. De la pluie. Et devant aussi. On y va? De rien. Parti.
Le deuxième challenge de ce road trip est maintenant terminé. Les 2 cols du Haut Atlas ont été gravis avec plus ou moins de difficultés. Et sans surprise, c'est le nouveau Defender qui s'en est le mieux sorti. Pour boucler définitivement cette étape de montagne, Vincent et Bruce vont devoir malgré tout rouler encore près de 30 km. Là, on sort définitivement du Haut Atlas. Demain, il y aura encore un peu de montagne, je pense, mais là, c'est la sortie du Haut Atlas. Honnêtement, c'est beau, mais je suis pas mécontent d'en sortir. Et je crois que surtout la grand-mère est contente d'en sortir. Elle est contente d'en sortir, elle est contente que ça descende. Ah ouais, là, elle est guillerette, là, elle part du cul, elle dandine, elle est contente, ma mère. Vincent et Bruce ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la fin de cette deuxième journée. Pour le vieux Defender, la difficulté du road trip commence à laisser des traces. Entre le défi dans la rivière la veille et celui de la haute montagne aujourd'hui, la mécanique du 4x4 de 25 ans accuse le coup. Bruce, tu m'entends? Oui, je te copie toujours. J'ai un problème de courroie. Il faut retendre la courroie qui est à la pompe à eau. Ok, t'arrives à aller jusqu'au point de ce soir ou pas? Oui, je vais y arriver, mais il faut pas que je passe 3000 tours. Si je passe 3000 tours, elle se met à couiner et à fumer. Donc, pour ne pas passer 3000 tours, je me mets en troisième. Mais si je me mets en troisième, je prends de la vitesse. Et quand je prends de la vitesse, je freine et j'ai la roue avant droite qui bloque. Donc, je risque de partir au tas. Donc, voilà, attends-moi! Comme la veille, Vincent et Bruce terminent cette deuxième étape de nuit. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, au vu du parcours de 600 km qu'ils ont décidé de boucler en 4 jours pour comparer leur 4x4 sur le plus de terrain possible. Si tu vois un bistrot, ça arrête de boire une bière. Il est 21h, l'heure pour nos 2 pilotes de couper les moteurs. Écoute bien. Et je ne veux plus entendre aucun moteur d'ici demain 8h. 8 heures. Les premières lueurs synonymes de labeur. Un flexible de frein à resserrer, un turbo à rebrancher et une courroie à retendre. En choisissant l'ancienne génération du Defender pour ce road trip, Vincent savait pertinemment qu'il allait devoir faire de la mécanique. Une voiture de 25 ans qu'on chahute au quotidien, ça nécessite forcément de l'entretien. Ah ouais. T'as déjà les outils à la main, toi? Non mais je rêve là. Hein? Non mais attends, mais tous les matins t'es propre toi. Moi j'arrive, je suis guerrier, les mains dedans. Fais voir tes mains. C'est gras la crêpe, hein. Non mais sans déconner, il est 8h30 du matin, j'ai déjà les mains dedans et que toi tu... Bon, j'ai fait le poids du bazar. Oui. Donc la courroie elle est retendue, mais elle couine. Ok. Le turbo, il était complètement débranché, donc c'est sûr que... Ah, ça aidait pas dans la montée. Tu vas peut-être récupérer 4 chevaux finalement. Donc je vais avoir 4 chevaux. De plus. J'ai été voir le frein à l'arrière et il faudra que ce soir à Zagora, on ait absolument soit un flexible, soit un collet battu, parce que ça va pas tenir, ça va fuir encore. Donc en gros, ce soir, il faut qu'on trouve un garage, parce qu'on a quand même 200 bornes à faire. Tu crois qu'elle va tenir les 200 bornes aujourd'hui ou pas? On n'a pas de montagne. Je sens dans tes propos Non, non. Un peu de moquage. Non, pas du tout. Moi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse en disant elle a plein de soucis, elle a plein de problèmes. En attendant, elle a plus de 600 000 km. Ouais. Elle est toujours là, mes mères. Un autre détail tout con, tiens. Ouais. Regarde. Ouais. Le turbo, il n'est pas branché. Ouais. Je suis là. Elle roule. Ouais. Débranche ton turbo. Je voudrais simplement savoir si elle démarre. Possiblement pas. Bon, allez, on est reparti! 3e jour du road trip. Aujourd'hui, Bruce et Vincent vont devoir parcourir 207 km pour rejoindre Zagora, la porte du désert. Une grosse étape durant laquelle ils passeront par un canyon pour réaliser le 3e défi de leur périple. Tester les capacités de leurs 2 générations de Defender sur une piste caillouteuse et vertigineuse. Eh ben, tu sais quoi? C'est mieux? Ah ben grave mieux. Le turbo, il souffle là. Regarde, je suis déjà en 3e. Ah bah voilà, rien à voir. Ah ouais, voilà, j'ai retrouvé des chevaux là. Alléluia! Putain, encore, putain, comment c'est beau! Et c'est magnifique, les montagnes pelées et en bas l'oasis. Terrible, le contraste il est monstrueux. Ça va être une bonne journée. J'ai un turbo qui marche, une courroie qui arrête de chouiner, les freins qui sont à peu près revenus,
il fait beau, et en plus c'est beau. Tu vois, hier, on était presque à l'agonie. Enfin, j'étais presque à l'agonie, t'es d'accord? Oui, plutôt, ouais. Eh ben regarde, une petite heure de main-d'œuvre, 2 outils, 3 colliers, un bout de Riesland, un bout de gaffeur. Et mon Defender de légende, version 97, bah, il est encore là et il est fidèle, PPA. T'es à 47, 48. Laisse tomber, hier, on dépassait pas les 30. Allez, 4e pour la descente. On approche les 60 km/h, 57, 58, 50, 60. Woo! World record. Ça, j'ai même des freins. J'ai plus la pédale qui part tout au fond. Bon, finalement, je crois que je vais prendre une option pour l'acheter définitivement. Si le vieux Defender de 1997 a souffert la veille dans les montagnes, c'est grâce aux quelques petites réparations de Vincent que ce moteur robuste est reparti de plus belle. Là où n'importe quel problème électronique mettrait probablement à l'arrêt le modèle de 2020. Eh Bruce, je crois que je vais doubler un véhicule motorisé. Attention, je double. Eh, trop facile. Il double une 103 SP. J'ai doublé mon premier véhicule. 1 heure de route plus tard, les deux baroudeurs ont bien avancé et passent pour la première fois depuis leur départ sous les 1400 mètres d'altitude. Zagora se rapproche et par la même occasion, le décor commence à changer. Depuis 2 jours qu'on est parti, où on a vu que des eucalyptus, des bourricots et des chiens errants, retrouver la civilisation, c'est curieux, mais quelque part, ça me donne qu'une envie, c'est de retourner dans le désert. Moi, par contre, quand je vois les trottoirs rouges et blancs, tu vois, sur les côtés de la route, le rouge et blanc, moi, quand ça commence à m'énerver, à me titiller un peu, là, ça me fait penser un peu au vibreur. Si l'ancienne génération du Defender de 97 ne dispose que d'un modeste 4 cylindres de 113 chevaux sans grand intérêt, le nouveau modèle de 2020 affiche quant à lui des specs dignes d'une sportive. 400 chevaux, soit l'équivalent d'une Porsche 911 et un 0 à 100 en 6 secondes 1. Des chiffres qui motivent chez Vincent et Bruce un test de sportivité. Bon, tu fais gaffe, là, il n'y a pas de vibreur. Hein. Non, il n'y a pas de vibreur. Ouais. T'es prêt? Vas-y, grâce. Hop là. On est à l'aveugle, là. Bon, ça fait quand même 2 tonnes 3. Oui, je sens bien. Et puis on va passer en boîte manuelle, ce sera mieux. Ah ouais, parce que toi, tu règles en conduisant. Ah bah oui, il faut. C'est un grand malade. Hop là. Elle a pas aimé. Je sais pas, elle a fait un truc tout seul. Ah, c'est l'électronique. Eh oui. Hop. Ah, bah, tu vas nous y mettre, hein, on va y aller. Allez, fais-nous rire. Le truc en tout cas qui s'est passé, c'est que quand elle a pris un peu de travers comprimé, il y a l'ESP qui s'est remis en route. C'est pour ça que j'étais sur les gaz et elle fait clou comme ça. Ah ouais, d'accord, donc tu peux pas la mettre mode hors tout. Tu peux pas tout déconnecter. D'accord. Donc, en résumé, c'est pas un véhicule qui est fait pour attaquer. Du touche. Mauvais point pour le nouveau modèle de Defender et sa gamme importante de technologies intelligentes. Même lorsque le conducteur configure les paramètres du véhicule aux conditions de route et de conduite souhaitées, le système électronique est capable de reprendre la main sur le paramétrage du véhicule, s'il détecte une perte d'adhérence par exemple. Tu peux? Ouais, bah oui. 3, 2, 1, feu! Wow. Hop là, ouais. Elle a fait ABS toute seule. Ouais, elle a fait ABS toute seule. En fait, pareil, dans la compression, ça fait hop, freinage. Et là, j'accélère à fond, elle repart pas tout Ah de mais suite. non, mais il y a l'électronique. Ah, le frein. Hop là, hop là. Et j'ai pas freiné. Non, je sais. C'est un truc de ouf. Eh oui, parce que ça se reconnecte. Ouais. Ouais. Ça, c'est beau, ça, ouais. Ouais, c'est chiant, tu peux pas te dire, tiens, je fais appel contre appel, je la mets en glisse, elle t'empêche. Elle te dit non, tu vas te faire mal. C'est un peu ça. Et tu peux pas te dire, je me fais une spéciale comme je veux. C'est elle qui te dit non, tu conduis comme moi je te dis. Un peu ça, ouais. Bon, sinon, comment tu m'as trouvé? Je t'ai trouvé en glisse, tout en maîtrise. Ah, je te remercie.
Après s'être arrêté un court instant pour constater que le nouveau Defender n'avait rien d'une sportive, malgré ses 400 chevaux, Vincent et Bruce retrouvent leur itinéraire de base qui va les conduire au canyon Bab Ben Ali, lieu de leur prochain défi. Mais non, mais là, on est sur Mars, là. T'es sûr qu'on est encore au Maroc, là? Bah j'hésite un peu là, j'hésite avec l'Australie, tu vois, les grandes plaines désertiques. Bon, je sens bien le relief, hein. Ouais, ça va, je suis comme sur un tapis volant. Tu sais quoi? Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un Defender. Et là, il n'y a même plus question d'âge. Il n'y a même plus question de kilométrage. C'est juste, on est dans la voiture et la voiture est dans son élément. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle préfère être dans l'herbe à chameau que sur la route. Quel est le gros problème de l'herbe à chameau? Je donne ma langue au chameau. Eh ben, l'herbe à chameau, elle est très légère et très souple au-dessus. Et en bas, c'est carrément des bouts de bois affûtés, taillés. Et c'est pas que ça te fait des trous dans les pneus, c'est que ça te déchire les flancs de pneus. Bon, on va arrêter de jouer dans les herbes à chameau, on va peut-être retourner sur la route parce que si on veut arriver à Zagora ce soir, vu que j'ai réparé un tout petit peu le turbo, si on peut rouler à plus de 35 km/h, c'est mieux, sinon on va arriver de nuit. Et franchement, j'ai pas envie de bivouaquer dans l'herbe à chameau. Ah bah je t'informe que de toutes les façons, je pense qu'on va arriver de nuit. Mais ok, on va reprendre un peu la route, on ira plus vite. Nos deux pilotes sont de retour sur le bitume. On n'est plus au Maghreb, on n'est plus au Maroc. Là, j'ai l'impression d'être sur la route 66, là. Après une heure à rouler sur l'asphalte en ligne droite, ils arrivent sur le lieu de leur prochain défi. Un canyon vertigineux de plusieurs kilomètres qui va leur permettre de tester leurs 2 générations de Defender sur une piste caillouteuse et technique. Le canyon et ses pistes escarpées vont permettre de comparer visibilité et maniabilité des 2 générations de Defender. On va se mettre un petit mode caillasse. Voilà, mode caillasse s'il vous plaît. Car si le nouveau dispose d'aide à la conduite et de caméras à 360 degrés, il est aussi plus large de 20 cm et plus long de 40 cm, ce qui peut représenter un réel handicap sur ces routes étroites à flanc de falaise. Tu vois, mon Bruce? Eh ben, cette petite piste, c'est vraiment le chemin idéal pour le Defender. Là, il est chez lui. Le seul truc, c'est que la route est étroite, donc j'ai pas beaucoup de marge ni à gauche ni à droite. Oui, alors que moi, je peux passer en glissade, en travers et même faire un demi-tour au frein à main. Ouais. Ça y est, voilà, ça y est. Ah là, ça y est, ça part en sucette. L'enfoiré. Non. Enfoiré. Enfoiré. Regarde-moi ça. Vache. Bab Ben Ali est un canyon du Djebel Sagro, une montagne du sud marocain. Les nombreux canyons surmontés de pitons rocheux rendent la région peu accessible. Ah ouais. Ah ouais. Seules quelques pistes permettent de relier les rares villages. Et mieux vaut ne pas avoir le vertige. Oh la vache. De tous les décors qu'on a vus, je trouve que c'est le plus beau. 2, le plus technique. Ah oui, ça c'est sûr, c'est le plus technique parce que là, il faut vraiment regarder où tu mets les roues. Tu restes bien sur la piste, mon Bruce. Et puis si tu dois sortir de la piste, un conseil, sors à gauche. Oui, bah je vais essayer de bien viser. Oui, parce qu'à droite, il y a une marche. Tu mets la roue avant, normalement, tu mets la voiture. Ouais, une petite marche. Petite marche de 200-300 mètres, quoi. Bon, je te cache pas que j'ai quand même un petit peu, pas les chocottes, mais la concentration au top du top, parce que avec la direction très aléatoire qui est la mienne, c'est chaud patate, chaud patate. Vincent et Bruce sont très concentrés pour rester sur la piste avec leur Defender, car les à-pics de plus de 50 mètres ne laissent pas le droit à l'erreur. Ce challenge basé sur la conduite technique se révèle être très instructif pour les 2 pilotes, à commencer par Bruce. Le dénivelé de ce canyon lui permet d'identifier un autre défaut sur son 4x4, en plus de l'omniprésence de l'électronique.
dès qu'on est sur un terrain un petit peu vallonné, donc qui monte ou qui descend, j'ai une visibilité nulle. J'ai monté le siège quasiment au max pour avoir une meilleure visibilité et je ne vois rien. J'ai le capot qui est 1 mètre au-dessus de la ligne de visibilité, de la ligne d'horizon. Et ça, je pense que c'est parce que les vitres sont très très hautes. Et pour un 4x4, bah, c'est pas très pratique. Là, par exemple, c'est pas compliqué. Je suis à 2 degrés d'inclinaison, je ne vois plus la route. Alors la seule chose que je puisse faire, c'est de mettre les caméras autour de la voiture. Et là, je vois où sont mes roues. Donc là, je vois le bord de la route à droite et je vois le bord de la route à gauche. Mais bon, s'il faut que je regarde la caméra pour savoir où je mets les roues, c'est pas très instinctif. Vincent, il est presque moins embêté que moi en termes de largeur. Ça passe tout seul pour lui. Alors que moi, il faut vraiment que je vise. Je suis obligé de passer sur des cailloux pour pas mettre les roues dans le vide. C'est le terrain idéal pour ce Defender. S'il y a vraiment un moment où il est agile, c'est vraiment dans la caillasse, dans la rocaille, dans la poussière. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en 3e courte. Mais alors, il se promène, le pépère. Il n'y a pas une seconde où il fume. Il n'y a pas une seconde où il gueule. Même la courroie ne chouine plus. Et tiens, 4e courte. Ah, pardon. Mais elle est un peu compliquée à trouver, la 3. La 4e. Oh, le canyon à gauche. Ben, profites-en parce que dans une demi-heure, on va retrouver le bitume. Ouais. Et à mon avis, dans 1 heure, on est arrivé à Zagora. Alors oui, on n'a pas roulé vite. Oui, on s'est fait secouer. Mais entre nous, ça valait le coup, non? Tu vois, quand on dit qu'un Defender est indestructible, sérieux, quand tu regardes le nombre de galères que j'ai, les freins, la butée d'embrayage, le turbo, la direction, etc., liste non exhaustive, se dire qu'à 600 000 km, il nous trimballe encore et il passe là où tu passes, franchement... Je suis d'accord. Tu veux même que je te dise un truc? Je pense que dans la mienne, c'est plus confortable. Mais elle est presque plus à l'aise, la tienne. Parce que comme elle est moins large, en fait, tu as de la marge un peu partout, tu peux rouler plus cool. Moi, je suis un peu tendu, là, sur les bords. Il est 19h. Vincent et Bruce arrivent enfin à la sortie du canyon. Au final, sur ce terrain caillouteux et vertigineux, le vieux Defender s'en est mieux sorti. Avec ses 40 cm de moins en longueur et 20 cm de moins en largeur, l'ancienne génération se révèle être bien plus maniable dans les petits espaces. Pour le moment, après avoir été confrontés à une piste technique durant près de 3 heures, nos 2 compères ne sont pas mécontents de retrouver la route. Et après 50 km à rouler entre chien et loup, ils arrivent à Zagora. La prochaine étape, un bon gros check mécanique dans un vrai garage pour mettre les voitures d'équerre avant la journée de demain dans le désert. Regarde, il est propre, il est propre. Quoi? Merci. Le bruit. Moi, je suis en train de lire ma boîte de diagnostic. T'es en train de quoi? De lire la boîte de diagnostic. Qui me dit 0 défaut. Voilà. Vraiment, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une vidange avec un filtre à huile neuf. Ouais. Ça, c'est important. Après, c'est le turbo. Il faut regarder si le circuit du turbo, il est bien étanche. D'accord. Si le circuit du turbo, il est étanche, si le turbo, il souffle bien, peut-être, tu essayes de regarder... L'injecteur. Les injecteurs. Les injecteurs, oui. Parce qu'ils fument noir. Fume noir. Ouais. Ah, c'est pas un carbu là-dessus? Essaye de voir. Alors, la courroie aussi. La courroie, il faut le changer, d'accord. Ah oui, Dès que tu passes 2500, 3000 tours, que tu sois en montant ou en descendant au frein moteur, du bruit. Ouais, d'accord, ouais. Pour Vincent, il n'y a plus qu'à espérer qu'Aziz, le garagiste, puisse terminer toutes les réparations sur son vieux Defender dans les temps, puisque la journée de demain risque de mettre la mécanique des voitures à rude épreuve. Donc, comme demain, on va dans les dunes, Ouais. et que là, je veux vraiment que dans les dunes, elle marche bien, là, j'ai besoin de toi. Exactement, d'accord. OK? Ok, ça va. Aziz, Ça roule. merci beaucoup. De rien, ok. Pendant que nos 2 baroudeurs récupèrent de leur journée éreintante, Aziz s'attelle donc aux différentes réparations sur le vieux Defender. Il s'occupe de l'étanchéité du turbo, fait la vidange, remplace le filtre à huile, met de l'huile toute neuve, change le flexible de frein arrière droit et la courroie de distribution.
Autant de réparations nécessaires à l'issue de ces 3 jours de baroutes intenses et avant d'attaquer le désert et ses dunes de sable. Matin du dernier jour. L'heure pour Vincent de récupérer sa voiture avant de rejoindre le Sahara à 100 km de là. Alors ta caisse? Et coucou, qui voilà. Bah écoute, j'ai été la chercher tôt ce matin. Il a bien bossé dessus, il a fait ce qu'il fallait. Il m'a changé les courroies de pompe à eau et d'alternateur, il a refait les freins à l'arrière, il a changé une coupelle de frein. Et puis surtout, il a mis un coup de lubrifiant, il a reboosté, nettoyé le turbo, donc on va voir ce que ça peut donner. N'empêche un truc, Vince. Tu connais un endroit en France où tu arrives comme ça à 10h du soir en disant voilà, j'ai des problèmes sur ma caisse, tu peux bidouiller 2-3 trucs, et que le mec il dit oui. Bon allez, Zagora, c'est derrière. Continue à avancer. On va à M. Hamid El Ghislain, c'est 1h30 de route. 130 km plus tard, Vincent et Bruce arrivent aux portes du désert, le Sahara, lieu du dernier challenge de ce comparatif au long cours qui va permettre de juger sur pièce la capacité de franchissement dans le sable de ces 2 générations de 4x4. Tu vois le panneau bleu là-bas, Bruce? Ouais, je le vois. Eh ben, le panneau bleu, c'est la porte du désert. L'Ergue chez Gaga, l'une des zones du Sahara les plus grandes du Maroc. 40 km de long pour 15 km de large. Le paysage, du sable, des dunes, des chameaux et des bédouins. Sinon, rien. Mais pour réussir à passer facilement cet océan de néant, la première chose à faire quand on est en voiture, c'est baisser la pression de ses pneus. T'as un mano? Non. Ah, Pourquoi? Il faut un mano pour dégonfler? bon, c'est plus précis, sinon tu fais... Ah ouais, tu fais comment? Tu fais, Pauvre garçon. tu fais comme ça, là? Je vais faire, Ouais, là, il y a- à la berbère. Il y a 300 grammes de moins, là, à peu près. ouais, ton regard, là. Exactement. Donc, on va dégonfler. Est-ce qu'on n'expliquerait pas pourquoi c'est mieux quand les roues sont dégonflées dans le sable? Eh ben, écoute, un pneu raide, il a tendance à creuser et à s'enfoncer dans le sable. Il est rond, donc la surface de contact au sol, elle est petite, Elle c'est est, ça? elle est très fine. Et quand tu dégonfles, Ouais, eh ben, tu vas faire en sorte que la surface soit plus large. voilà. Et surtout, le bourrelet qui va se former, ça va empêcher le 4x4 de s'enfoncer. Et 2, ça va avoir une plus grande surface de motricité. Ça va s'appuyer sur l'extérieur de l'ornière Ouais. pour emmener la bécane. En gros, il y a une plus grande portance, quoi. Mais alors, du coup, toi, c'est approximatif? Ah mais totalement. C'est vraiment au feeling. Ok, bah moi, je vais faire la même chose, mais je vais Mais regarder. ça va aller plus vite. Non, ça va pas aller plus vite. Ah non, mais parce je que vais- tu dois dégonfler Ah, à la main pareil, quand même. ouais, à la main. Par Mais contre, t'as le mano qui va te répartir la... ah bah moi, j'ai le mano sur mon écran, tu vois. Donc, Moi, je j'ai le saurai mano exactement sur au, l'écran. au 10e près. Tiens, regarde, cadeau. Au 10e près, je saurai la pression de mes pneus. Tu vois une légère différence. Tu vois le boudin qui s'affaisse un petit peu. Si Vincent effectue le réglage de la pression des pneus au feeling, Bruce, de son côté, peut compter sur la technologie de son nouveau Defender pour être plus précis. Allez, rille ma pull. Le premier piège de la conduite dans le sable est l'ensablement. Une fois les pneus dégonflés, il faut repérer les meilleures trajectoires pour passer les dunes sans perte d'adhérence et avec suffisamment d'élan, il faut basculer roue droite de l'autre côté. Attention, on va passer de l'autre côté de la dune. Voilà, nickel. Oups là. Voilà, donc là c'est une promenade de santé. T'es passé sur le couple ou t'as mis un petit peu de gaz? Non, que sur le couple. Toi, le gros avantage, c'est que tu as vraiment 400 chevaux et moi, il faut que je tape dedans, mais alors je te dis, il est au rupteur le truc quand j'attaque les dunes. Ouais, je pense que la technologie, l'électronique, va combler ce que les anciens n'avaient pas avec le talent de pilotage. Allez, tiens, je me fais celle-là. Alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'autant dégonfler les pneus si on reste dans le creux des dunes. Il est vrai que moi j'ai dégonflé un peu plus parce que j'avais envie d'aller un petit peu plus taquiner la dune. Et là, plus la dune va être raide, plus il faut que le pneu soit dégonflé.
Mais comme le sable est très très chaud, ça suffit pour se planter. Et donc là, il faut sortir tout doucement, tout doucement. Eh ben, il faut y aller avec un œuf sous le pied. Si dans le vieux Defender, Vincent ne peut compter que sur son expérience et sa boîte courte pour s'en sortir face aux dunes, Bruce, quant à lui, est plus avantagé dans le nouveau modèle, puisqu'il bénéficie d'un mode sable de 400 chevaux et de 550 Nm de couple. Et coucou Vincent! Oh là là, comment ça passe nickel! Ça passe crème! Je sais pas trop où je vais te mettre. Oh. Ah, du coup, il y avait un trou là. Je n'avais pas vu celui-là. Je suis assez scié sur la facilité de passage de la voiture. Je suis assez bluffé. Là, je pensais que j'allais même la poser entre les deux. Là, comme ici, par exemple. Voilà, bah là, je la pose. Ah, oui, il faut peut-être pas pousser non plus. Vincent? Oui, Bruce, je t'écoute. Je l'ai posé parce qu'en fait, j'avais vraiment pas de problème à passer partout. Je me suis dit, je vais quand même essayer de monter un mur avec un plat derrière, histoire de le poser sur le dessous. Bah, j'ai réussi. Du coup, je suis posé. J'arrive. Magnifique! Quelque part, Tu sais quoi? Tu dis qu'il y a une justice. C'est ça que tu vas dire? quelque part, ça me fait bien plaisir. Quelque Ouais, part. je savais pas ce qu'il y avait derrière. Du coup, je suis arrivé un peu. Je suis arrivé un peu tranquille. J'aurais dû passer un poil plus vite. Ok, ready? Allez, c'est parti. Merci. Merci, ma belle. Dis merci. Merci, ma belle. Comme quoi, hein? Je fais, Bah, tu sais, moi, je fais du kitesurf. Alors, du coup, et de l'escalade. mon pauvre garçon. Ah, mais je suis coincé. On ne sait pas si c'est l'expérience en rallye raid de Vincent ou les capacités de franchissement du vieux Defender dans les dunes qui ont fait la différence. Mais toujours est-il que pour l'instant, dans le sable, c'est l'ancienne génération qui a aidé la nouvelle. Nos deux pilotes reprennent maintenant la traversée de l'Erg chez Gaga. Il leur reste encore 20 km de piste à parcourir pour venir à bout de ce désert. Tu m'entends, Bruce? Oui. Évidemment, ça peut être interprété comme prétentieux, mais c'est quand même des voitures qui se conduisent au feeling, qui se conduisent au ressenti, à l'expérience. C'est vrai que si tu te contentes de regarder les manos, tu vas vite être à la ramasse. Surtout que dans ce modèle-là, il y a une jauge à essence et un thermomètre. Point. Donc c'est vraiment un boulot d'expérience. Alors que moi, il suffit d'appuyer sur la pédale d'accel, la pédale de frein, puis voir ce qui se passe. Tu sais que dans les rallye raids que j'ai fait, tu as énormément de mecs qui ne savent pas rouler en convoi et qui se plaignent de la poussière. Il n'y en a pas un qui a compris que si tu te décales un poil en quinconce, tu es totalement à l'abri. Ben non, les mecs ils te collent au cul et disent « Putain, tu lèves de la poussière !» À moins de 5 km de la fin du désert, Vincent et Bruce se retrouvent sur le tracé d'une ancienne spéciale du Paris-Dakar. Et évidemment, sur ce terrain-là, avec deux générations de Defender très différentes, les types de conduite ne sont pas les mêmes. Si Vincent avance doucement mais sûrement dans son vieux 4x4... Allez ma belle, t'es une légende. Ouais. Ouah. Fais un peu de poussière, Joanie. Bruce, de son côté, roule fort et se prend pour un pilote de rallye raid. Oh putain, le jump. Oh putain. Donc là, je suis en 4e courte et franchement, eh ben, c'est tout sauf ridicule. Un filet de gaz, beaucoup de couple et moins ça patine, mieux ça passe. Ça s'appelle juste un métier. Oui, je sais, ça fait très prétentieux, mais ne le suis-je pas un peu? Ce qui est génial dans le sable, c'est qu'on a l'impression de voler. La voiture, elle est comme sur un coussin d'air et on passe dans les sillons comme ça. On passe d'un sillon à l'autre comme ça et c'est comme si on avait l'impression de voler. C'est une sensation qui est magique. Eh ben voilà, là elle est dans sa condition, mes mères. C'est ça qu'elle aime faire.
Qu'est-ce que tu veux l'embêter à lui faire faire de la vitesse? C'est la tortue. L'autre lièvre, là, il est déjà arrivé. Et après, c'est moi qui ai les clés des bungalows. Après 4 jours de tests au long cours et de défis en tout genre, nos 2 pilotes arrivent au bout de leur road trip marocain. Un périple haut en couleur qui leur aura permis de comparer en profondeur 2 générations de véhicules d'un même modèle, le Land Rover Defender. 25 ans d'écart, 2 visions de l'automobile bien différentes. Après avoir fait rouler ces 2 4x4 sur tous les terrains, maintenant, l'heure est au bilan. On arrive au bout. Ça y est, avec le coucher de soleil en plus on arrive, le timing est parfait. On est le dernier jour. Ça y est, c'est la fin. Ouais. 2 Land Rover, 2 Defender. 600 km. 600 et des brouettes. Plus. Tu retiens quoi, toi, de ces 4 jours dans ton salon tout cuir? On a fait la rivière. Allez, là, on prend un peu d'angle. Il y a de l'eau. Un petit peu de gaz pour ceux... Hop, planté. La rivière. Avec des galets. Et des galères. On a fait des cols de montagne. Et on est sur une autre planète, là. La vallée, elle est hallucinante. Alors la neige en haut, et là en bas, il y a des espèces de pics. Avec ton assistance sur la fin quand tu m'as tracté, parce que vraiment... Et j'ai bien fait parce que ça chauffait. On a fait de la caillasse. Tu restes bien sur la piste, mon Bruce. Et puis si tu dois sortir de la piste, un conseil, sors à gauche. Oui, parce qu'à droite, il y a une marche. Tu mets la roue avant, normalement, tu mets la voiture. Donc c'est ça que je retiens quand même, c'est qu'elle passe partout. Sauf que, je vais te dire mon vrai sentiment profond. L'électronique, tout ça, c'est très bien. Mais au bout du compte, c'est un petit peu frustrant. Parce que d'une, ça retire du charme. Et quand tu veux changer de mode, et que tu as programmé les trucs, il faut tout repartir à zéro à chaque fois. Si tu veux enlever le SP pour rouler un peu vite là, c'est compliqué. Mais ce que je me dis à la fin, c'est que c'est pas une sportive. Ça, c'est un constat. Mais c'était pas une sportive non plus. Non. Donc c'est un peu la digne descendante avec un peu trop d'électronique. Oui, alors, l'ancienne, si tu veux, moi, ce que je retiens de cette voiture, c'est que c'est pas confortable, c'est bruyant, ça vibre, tu sais pas, il y a la direction qui part dans tous les sens. C'est pas fait pour aller vite, c'est fait pour t'emmener à destination. Et ben là, on y est. On a eu quand même, en 4 jours, toutes les galères. Ah oui, t'as eu des galères. Eh ben, avec trois bricoles, un trombone, un laserman et une capsule de soda, t'arrives à faire des trucs magiques. Et je suis sûr que dans 25 ans, il y en a encore qui rouleront. Elles auront passé le 1 000 000 de kilomètres. Tandis que la tienne, c'est pas gagné. Et si on refaisait le même, tu partirais dans quoi? Le tasse lombaire ou le sofa climatisé? Tu sais quoi, je pense que je serais tenté de repartir dans la vieille. Ouais. Parce que c'est pas tellement le bout de la mission qui compte, c'est plutôt le chemin. Et du coup, c'est le chemin qui fait l'aventure. Exactement. Got seasons under my bed. I've got troubles in the nighttime, troubles in the daytime. Du coup, on fait quoi après? Parce que j'ai une idée. Je crains le pire. Mais non, pourquoi? Tu prends vieille Alpine contre la nouvelle Alpine, un comparo. Est-ce qu'on ferait pas vieux Lada contre nouveau Lada en Roumanie? Sinon, il y a bien la nouvelle Countach avec l'ancienne Countach. Oui, à ce moment-là, il y a l'ancien Suzuki, le nouveau Suzuki. Ah, le petit là, le